marché ressemble à toutes les heures de marché, mais on est dans un autre univers. L'après-guerre est marquée par des besoins importants en main-d'œuvre, du fait de tout ce qu'il y a à reconstruire. On ne peut plus guère compter sur la main-d'œuvre européenne, qui n'est plus assez nombreuse, notamment les gens d'Europe de l'Est ne peuvent plus venir en France. Donc cela va donner des possibilités à la population algérienne, qui est à l'époque de nationalité française, qui connaît aussi une forte augmentation démographique et surtout dans les campagnes, des conditions de vie marquées par une grande pauvreté. Dès les quais de Marseille se pose un problème dont la solution est indispensable pour la paix sociale des grands centres urbains, l'installation et le logement des travailleurs nord-africains. On a une pénurie de logements importante et ces Algériens se logent un peu comme ils peuvent. Ils se retrouvent dans ce que l'on appelle les hôtels de préfecture, qui sont des immeubles de rapport sans beaucoup de confort, et beaucoup se retrouvent à la rue, contraints de construire des baraques qui deviendront assez rapidement des bidonvilles. Et voici un document tourné en toute objectivité malgré les difficultés qu'on peut imaginer sur cette plaie des grandes cités. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. La création de la Maison de l'Afrique du Nord a été faite dans ce contexte par le préfet de l'époque qui s'appelait Massenet, auquel a largement d'ailleurs contribué son épouse, très préoccupé par le sort de ces personnes qui venaient du Maghreb, et par le maire de l'époque de Lyon, Édouard Herriot. Et ils ont créé cette association pour pouvoir essayer de loger un petit peu dignement, de mettre à l'abri ces populations qui venaient travailler sur le sol français. Donc on a réquisitionné d'anciennes usines désaffectées, notamment, pour y installer des dortoirs, des grandes chambrées, et c'est d'ailleurs des anciens de l'armée qui se sont occupés de ça, parce que bon, ils avaient l'habitude de l'organisation, de faire vivre des établissements où on logeait des personnes. Dortoirs, cuisine et sanitaires collectifs. Le logement est conçu comme provisoire. Les travailleurs migrants ne devaient rester là que quelques mois. Après les 30 lits du premier foyer d'urgence, la Maison de l'Afrique du Nord prend une autre dimension avec l'achat des bâtiments militaires de la Doua, bâtiments qui peuvent accueillir 350 à 400 personnes. Dans les années qui suivent, les foyers Inkerman et Rosières sont ouverts. Le début des années 60 est marqué par une croissance économique très forte, telle que l'on n'en a jamais connue jusque-là en France, et comme on en retrouvera plus par la suite. Donc il y a énormément de choses à faire. La France manque d'équipements, elle manque d'infrastructures, elle manque de logements, et les besoins en main-d'œuvre augmentent très rapidement. Ce qui amène les pouvoirs publics en France à élargir les zones de recrutement de main-d'œuvre immigrée. Donc il y a toujours plus d'Européens malgré tout qui viennent, des Italiens, des Espagnols, les Portugais commencent à arriver en très grand nombre. Dans les années 60, des bidonvilles sont petit à petit résorbés. Le rythme de construction de logements n'a pas faibli. Mais l'arrivée de main-d'œuvre étrangère est toujours très nombreuse. Et les conditions d'hébergement des nouveaux travailleurs migrants ne s'améliorent que très peu. Après la guerre d'Algérie, l'association a élargi son champ d'action à tous les travailleurs étrangers, sans distinction de nationalité. Et en 1965, elle prend le nom de Maison du travailleur étranger. Elle dispose alors de 1165 lits, auxquels d'autres viennent encore s'ajouter. Paul Kruger, Lagardeau, Bourbonnais, Pianchon, Miribel, Genasse. En 1971, la capacité d'accueil est de 3015 places. Les années 73-74 sont marquées par le premier choc pétrolier, la crise des matières premières qui en résulte, un essoufflement de la croissance qui jusque-là avait été particulièrement forte, l'émergence d'un chômage qui ne va faire que croître par la suite. On commence à parler de pauvreté, de nouveaux pauvres, à la fin des années 70, au début des années 80. Avec la crise,
C'est à ce moment-là qu'on a vu arriver de nouvelles populations d'origine française, qui étaient touchées par la crise et qui se retrouvaient sans aucun moyen de subsistance, sans toit, et qui venaient frapper à notre porte. On constate qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi et qui, depuis plusieurs années, n'ont pas réussi à en retrouver, donc qui s'installent dans le chômage prolongé, pour lesquels il va falloir songer à mettre en place des minima sociaux. Quand vous êtes dans votre petit confort bourgeois, bien au chaud et sans grave problème, et que vous voyez, que vous découvrez, que c'est une vraie découverte, des populations qui vivent dans ces conditions-là et qui ont ce type de problème, c'est un vrai choc. Ça a été pour moi vraiment un choc extrêmement important. Et du fond de moi, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de me rendre utile dans ma vie et qu'il fallait que j'essaye de faire quelque chose, voilà. Le logement est le point d'expression de cette crise. Dans le Rhône, il n'y a que 10 000 places en foyer pour 50 000 travailleurs étrangers. Les logements insalubres et les bidonvilles sont toujours présents. La Maison du travailleur étranger gère maintenant 17 foyers et près de 5000 lits. Les meilleures conditions de vie, l'intégration des résidents à la société française deviennent de vraies questions. On a fait ce qu'on appelait de l'animation socio-culturelle. Il y avait un terrain de foot, il y avait des cours de tennis qu'on pouvait utiliser pour les résidents. On faisait des voyages de temps en temps pour les emmener à droite à gauche. Voilà, ça c'était de l'animation socio-culturelle. Et puis on s'est rendu compte, avec l'évolution des problèmes et avec l'évolution du temps, que c'était pas de ça qu'ils avaient besoin du tout, mais qu'ils avaient besoin vraiment d'un accompagnement social. Désormais, le logement est clairement affiché comme le premier élément d'insertion dans une vie.